Alors, merci Maria-Lisa et chers amis, chers collègues, chers visiteurs, bienvenue au Musée McCord. Bon après-midi Nathalie. Bon après-midi Hélène, bonjour tout le monde. Alors, la présentation de cet après-midi va illustrer comment l'image, sous toutes ses formes, que ce soit des peintures, de la publicité, des gravures, des mains sur des traces de mains sur les parois et évidemment la photographie. Alors, comment toutes les images peuvent servir à écrire l'histoire? D'entrée de jeu, je pose la question: comment les photographies d'une période lointaine peuvent-elles constituer des observations historiques? De nos jours, il semble acquis que les représentations visuelles font partie des outils de l'historien. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, les images ont été occultées par les historiens comme étant superficielles, nécessitant une interprétation subjective et très peu fiable. Certains historiens se sont eux-mêmes reconnus comme des illettrés visuels. Et avec un jeu de mots, on dit souvent que le visuel est invisible aux yeux des historiens. Sans vouloir faire ici l'état de la question sur le débat entre l'image et le texte en historiographie, je voudrais quand même en poser des jalons importants dans l'évolution de l'accession de l'image comme outil d'histoire. On peut faire remonter l'utilisation de l'image comme document historique à la nouvelle histoire, mise de l'avant par l'École des Annales en France dans les années 1920. Parmi les nombreux représentants de cette école, au cours des générations, c'est une école 1920, mais qui a évolué au cours des générations, vous connaissez peut-être le travail de Fernand Braudel sur la civilisation de la Renaissance ou encore de Jacques Le Goff sur le Moyen-Âge. À ses débuts, l'École des Annales prône une volonté de transdisciplinarité au sein des sciences sociales. Elle développe une méthode qui croise ses sources au-delà des études ou des seules références écrites traditionnelles. Cette école rompt avec l'histoire traditionnelle, ce qu'on appelle la grande histoire. Alors que cette dernière s'intéresse aux guerres, aux batailles, aux grands hommes, à la glorification des nations, les penseurs des annales veulent écrire l'histoire des sociétés. Ils étudient la manière dont les individus vivent, travaillent et meurent à leur époque, aussi les croyances, les représentations et les mœurs. Alors, dans cette perspective, les images sont une ressource, puisqu'elles témoignent de la culture matérielle. Elles sont riches de renseignements sur les costumes, sur les technologies, les pratiques corporelles, les femmes, ou encore des activités de loisirs comme la chasse et la pêche. Par exemple, au Québec, si on n'avait pas les images pour témoigner de ces activités, on ne pourrait pas en faire l'histoire. Du moins, ce serait difficile. L'image et la photographie en particulier participent également de ce qu'on appelle la petite histoire, c'est-à-dire la description de l'histoire à travers des anecdotes, à travers des détails ou des faits complètement anodins. Et dans cet exposé, justement, aujourd'hui, il sera question de la petite histoire de Montréal à travers des photographies de vitrines. Mais en parallèle à l'École des Annales, l'usage de l'image en historiographie doit beaucoup à des très grands historiens d'art. Et là, je ne fais que les nommer, et je rends un peu hommage à ma discipline, je me fais un peu plaisir, mais je citerai Jacob Burckhardt avec l'histoire de la civilisation la civilisation de la Renaissance, ou encore Johann Huizinga, qui fait l'histoire des Pays-Bas du Moyen-Âge à la Renaissance, oui, à travers la peinture hollandaise, et évidemment Abbé Warburg, qui est, on dit, le fondateur de l'iconologie, et qui a fondé une bibliothèque qui porte son nom, la bibliothèque Warburg de l'Université de Hambourg, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a été transféré à Londres et qui est aujourd'hui l'Institut Warburg, un grand institut d'histoire de l'art, où justement on fait aussi la culture, l'histoire des cultures à travers l'image. Et je m'en voudrais de ne pas citer Erwin Panofsky, qui a étudié avec Abbé Warburg à sa bibliothèque et qui est l'auteur de l'iconographie et l'iconologie, c'est-à-dire comment on peut faire l'histoire des civilisations en étudiant, en analysant l'image. Plus près de nous, l'historien William Mitchell constate
un virement vers l'image dans les années 1985, ce qu'il appelle the pictorial turn. Et il cite un fait assez étonnant, c'est que la revue d'histoire, bien cotée, Past and Present, n'a présenté aucune image dans ses articles de 1952 à 1975, des articles sur l'histoire, sans jamais présenter aucune image. C'est seulement dans les années 1980 que le nombre d'images dans les articles augmente de façon significative. Et puis, évidemment, il faut bien reconnaître que j'ai un petit peu sauté, oui, l'évolution de cette histoire, l'évolution en fait de l'usage de l'image en histoire connaît un moment charnière avec la technologie de la technologie de la gravure et avec la photographie. Hein. Ces technologies d'image ont permis de normaliser les images, alors qu'avant on les copiait et il pouvait s'introduire bien des erreurs d'une copie à l'autre, avec par exemple la gravure sur bois, mais au moins les premières formes de gravure, les images étaient identiques à chacune des présentations. Et puis la photographie a permis la diffusion et l'accessibilité au plus grand nombre, et fait qu'on vit vraiment dans un monde de l'image. Mais si l'automatisme de la photographie et sa nature indicielle, c'est-à-dire que le fait que la photographie est en prise directe avec son référent, hein, elle est une trace vraiment du réel, ça lui confère une certaine objectivité. Malgré cela, il n'y a pas d'œil innocent ni objectif. D'où la question cruciale qui se pose à tout historien qui fait appel aux images, c'est quelle est la validité des observations qu'on peut tirer d'une photographie, d'une image. Et une photographie, entre autres, est-elle authentique? Une question qu'un historien doit toujours se poser. Et la réponse commence par l'étude des motivations de l'auteur de l'image. On dit étudier l'auteur avant d'étudier l'œuvre. Quel est le rapport de force entre l'auteur et le sujet photographié? Le photographe, par exemple, est-il dans un rapport de supériorité, d'infériorité ou d'égalité avec son sujet? Dans notre histoire nationale, le contexte colonial a déterminé des rapports de force bien particuliers selon les troupes auxquelles on appartenait. Et la photographie qui s'est faite dans cette période-là doit tenir compte de la position du photographe. Cette réflexion impose une règle, à savoir que l'image doit non seulement être documentaire, mais elle doit être documentable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir en connaître l'auteur, la provenance et le contexte, et pour en définir le point de vue, au sens propre et au sens figuré. Alors, je vais terminer parce que vous êtes venus pour voir des images. Alors, mais je vais terminer en vous suggérant la lecture du dernier ouvrage de Vincent Lavoie, qui s'intitule « L'affaire Capa, le procès d'Unicôme ». C'était publié en 2017. Vincent Lavoie consacre tout son essai à une seule photographie. Vous la connaissez sans doute. C'est une photographie prise pendant la guerre d'Espagne qu'on appelle la mort d'un soldat républicain, ou en anglais on dit « The Falling Soldier ». C'est une photographie prise en 1936 par Robert Capa, le célèbre photojournaliste, où on voit un soldat qui s'effondre littéralement. Et il est saisi dans le moment de sa chute, après avoir été blessé par balle. Et cette photographie a donné lieu à des controverses, a été questionnée pendant au moins 50 ans, à savoir est-ce que la photo a été prise sur le vif ou est-ce qu'il s'agit d'une mise en scène. Et dans son essai, Vincent Lavoie fait le tour de tout ce qu'il appelle les régimes de vérité de cette image, c'est-à-dire on dirait plutôt les régimes de vérification, toutes les questions ou certains niveaux de questionnement qu'on a pu poser pour répondre à la question si l'image est authentique ou non. Alors c'est une lecture qui poursuit le sujet que j'ai entamé ici, que je considère très intéressant, mais qui nous amènerait, qui me prendrait beaucoup plus de temps si je devais le développer. Alors, nous allons poursuivre plutôt cet exposé par les images, l'analyse de quelques images qui étaient sur la rue McGill College et pour lesquelles Nathalie a fait beaucoup de recherches et vous pouvez voir comment on peut accéder à
une petite histoire, une histoire qui est autre que celle qu'on trouve généralement écrite dans les manuels d'histoire. Alors, la première image, première photographie, est la façade du docteur Demel Linenches. Alors, Nathalie, la première question qu'on se pose, c'est qui était le docteur Demel? Alors, le docteur Demel, d'abord, c'est un vrai médecin. C'était un Allemand qui est allé aux États-Unis, qui a étudié la médecine là-bas. Et juste ça, il est arrivé aux États-Unis dans les années 1870. 20 ans plus tard, il s'est retrouvé en Californie. Et là, il a découvert les propriétés du lin. Il a trouvé ça tellement intéressant parce que c'est un tissu plus léger, qu'il a décidé de l'adapter à des fins thérapeutiques en créant des sous-vêtements. Et il a fait un procédé qui s'appelle le linen mesh et qu'il a fait breveter aux États-Unis. Alors, le linen mesh, c'était deux couches de tissu, de lin, qui permettait une aération. Donc, ça laissait filtrer la sueur, ça laissait le corps plus sec, et pour lui, c'était plus sanitaire. Et même, on retrouve dans une publicité à Montréal, vers 1902, on trouve une publicité qui dit que c'est supérieur à tout ce qui est laine, soie ou coton. Et je pense qu'il avait de la concurrence quand même en ce procédé, n'est-ce pas? Oui, il y avait de la concurrence. Je veux juste terminer par rapport au magasin en disant qu'il y avait le magasin de Montréal, mais le docteur Demel avait plusieurs succursales en Amérique du Nord, en Europe, et tout un réseau d'agents autorisés pour distribuer ses produits. Mais effectivement, il y avait de la concurrence. Il y avait un Allemand, lui aussi, qui en 1880 a inventé une combinaison en laine et qui était publicisée avec les mêmes critères sanitaires, que porter la combinaison en laine, c'était ça qui était mieux pour la santé. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est qu'à 2 portes du magasin du docteur Demel, on retrouve un magasin du docteur Jaguar. Je pense que je n'avais pas donné son nom, mais c'était docteur Jaguar. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent les lainages du docteur Jaguar. C'était un produit de luxe et peut-être que vous l'avez plus connu comme avec les manteaux. Depuis 1908, une des spécialités de la maison, c'est les fameux manteaux en laine en poil de chameau. Et la boutique du docteur Jaguar, elle, a survécu, tandis que le commerce du docteur Demel, dans les années 1940, c'était déjà terminé. Juste compléter également en vous disant qu'il est arrivé en 1901. Le produit du docteur Demel a été commercialisé dès 1895, donc 6 ans plus tard, il y avait déjà de l'expansion. Et la boutique a eu pignon sur rue jusqu'en 1941. Et si on peut avant de voir d'autres images, est-ce qu'il y a des... ah oui, vous voyez ici, je vais vous montrer le fameux docteur Demel, d'origine allemande, n'est-ce pas? Oui. Et ça ici, c'est une photographie qu'on a aussi dans la collection de Nachman, qui nous montre l'intérieur de la boutique. Alors, vous pouvez voir à quel point il y a quelque chose de clinique, de médical. Hein? On veut vraiment donner l'impression que c'est un produit, presque un produit médical qui est présenté. Les gens, on voit qu'on peut s'asseoir sur un tabouret au comptoir. Il y a quelque chose de complètement uniforme dans les boîtes et ce sont des commis qui sont habillés de façon très officielle et qui présentent les produits aux clients. Mais si on revient à l'image ici, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Parce qu'il y a la vitrine, il y a la façade, mais il y a aussi beaucoup de choses sur le côté de la façade qui nous renseignent sur Montréal à cette époque-là. Effectivement. Alors, du côté gauche de la photo, vous pouvez voir, juste là, oui, vous pouvez voir une succursale de la Merchant Bank, qui était une banque très importante, créée à la fin du 19e siècle. Dont le siège social était sur la rue Saint-James, et peut-être que certains d'entre vous reconnaissez l'immeuble qui existe toujours. C'est le fameux hôtel Saint-James qui loge maintenant cette adresse-là. Et c'était une banque qui était vraiment importante. Il y a eu plus de 300 succursales à travers le Canada, et en 1922, ça a été racheté par la Banque de Montréal. Je pense que je vais revenir à cette image. Alors, de l'autre côté, ici, là,
on voit des lettres, SOEBS, et je vous avoue que moi, ça m'a intriguée. Je me demandais c'était quoi. Alors, j'ai appris que c'était une société de bienfaisance. C'est l'acronyme pour Sons of England Benevolent Society. Et cet organisme-là a été fondé à Toronto en 1874. Et leur but, c'était d'aider les ressortissants britanniques ou protestants qui étaient plus dans le besoin. Alors, à une époque où on n'avait pas d'assurance chômage, cet organisme-là faisait en sorte que les travailleurs moins fortunés pouvaient souscrire à une petite assurance qui pouvait les dédommager en cas de maladie, en cas de perte d'emploi. Et la société pouvait même aller jusqu'à acheter des lots dans les cimetières. À Montréal, entre autres, le cimetière Mont-Royal a fait l'objet d'achat de lots pour ces personnes-là. Et c'est une société qui était quand même importante et qui a duré jusqu'en 1971. Puis, il y a autre chose sur cette vitrine, c'est l'incohérence des numéros de porte. Oui. Ici, on voit 2202, puis ici, 314. Parce que en 1905, la ville a décidé que le fameux boulevard Saint-Laurent, c'était l'artère qui allait séparer la ville entre l'Est et l'Ouest. Alors, pour être conforme à cette séparation-là, on a revisité toute la numérotation des adresses de chaque côté du boulevard Saint-Laurent. Alors, c'est pour ça, probablement, je présume que ça devait être comme peint dans la vitrine, le 2202, et qu'on n'a pas jugé bon de changer d'adresse. Quand on a regardé la photo, il y a un autre détail qui a attiré ton attention et qui t'a fait plaisir. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, absolument. Je ne sais pas si vous arriverez à le lire, mais c'est ici. Et c'est tout simplement écrit William Raphael Artist. Et quand je travaillais sur l'expo Notman, et William Raphael, j'avais cherché des informations au sujet parce que c'est un peintre d'origine juive, un peintre allemand, juif d'origine allemande, qui est arrivé à Montréal et qui a été engagé par Notman en 1859-1860, exactement les premières années du studio Notman, et parce qu'on sait que Notman avait beaucoup d'échanges avec les peintres, et il y avait très peu d'informations sur William Raphael. J'ai une photographie ici. Vous le voyez ici, William Raphael à son chevalet, beaucoup plus tard, et une des œuvres que nous avons dans la collection, où il faisait comme ça des paysages ou des scènes de genre sur les Autochtones. Mais c'était vraiment l'exemple d'une découverte dans une image, de voir où il habitait exactement, qu'il avait son studio, son atelier, comme ça, en haut du docteur Demel, une information que je me demande comment j'aurais pu trouver ça autrement. Alors, oui, ça a été un petit éclair un vrai plaisir intellectuel, comme il y en a beaucoup quand on fouille les photographies. Puis on a d'autres choses à dire sur cette photographie? Je veux juste faire une intervention, juste revenir sur la photo originale. Regardez en haut, complètement à gauche. Je ne sais pas s'il était présent à côté de sa fenêtre, mais... Si, là? Oui, on voit un bras. Oui, oui. Oui, mais ça va rester un mystère. Oui, oh, oui, on s'est demandé, c'est peut-être William Raphael qui est dans son atelier, mais ça fait partie des fantasmes d'historien. On voit Portrait Enamel, et tu m'as dit que c'était probablement un procédé où on peignait sur une photo. Alors, peut-être que la personne mystérieuse, c'est peut-être cette personne-là. Un chevalier, oui. On va terminer au sujet de cette photographie en vous montrant ceci. Cette photographie, nous l'avons dans la collection sous forme de négatif sur verre. Alors, vous voyez à côté, ça ici, c'est le négatif sur verre qui a été présenté en positif. Mais vous pouvez constater qu'en fait, le négatif est cassé. Il manque un coin. Et c'est le talent de notre chère Marilyn Atkins qui a corrigé, scanné le négatif et complété cette partie manquante en utilisant, comme elle sait très bien utiliser Photoshop, en prenant la partie ici, puis en la collant de l'autre côté et en littéralement dessinant la partie des arbres qui se reflètent dans la vitre. Alors ça fait partie vraiment des coulisses du musée McCord, comment parfois, avec des images sur verre et cassées, on arrive à faire des reproductions comme celle que vous voyez sur McGill College.
La prochaine photographie est complètement différente, mais la façade du docteur Noël Descaries, on a d'abord été interpellé par l'humour de cette façade-là. Un dentiste qui s'appelle M. Descaries a quelque chose de prédestiné. Mais, Nathalie, tu t'es intéressée à autre chose. Ben moi, c'est plutôt l'aspect rayon X qui m'a intriguée, parce que la photo date quand même de 1925, alors moi, ça m'a fait poser des questions. Alors, on va vous en reparler un petit peu plus tard. Est-ce que la pratique des rayons X en dentisterie s'était développée à Montréal à cette époque-là? Ça existait, mais c'était encore une toute nouvelle technologie. Alors, pour ceux d'entre vous qui avaient fait des sciences, vous avez peut-être appris que les rayons X ont été inventés seulement en 1895 en Allemagne par le physicien Röntgen. Et ce que moi j'ai trouvé amusant, c'est que 2 semaines après son invention, il y a déjà quelqu'un, un monsieur Otto Walkhoff, un autre scientifique, qui lui s'est dit on devrait faire une image de notre bouche. Alors il s'est porté lui-même comme cobaye. L'exposition à l'époque durait 25 minutes. Pas besoin de vous dire qu'il n'y avait pas de tablier de plomb. Et le pauvre homme a tout perdu ses cheveux suite à son expérience. Et déjà ici à Montréal, dans les hôpitaux, vers la fin du 19e siècle, il y avait déjà des appareils qui prenaient des radiographies, mais c'est une technologie qui est quand même très coûteuse à l'époque. Dans les informations que moi j'ai pu trouver, c'est qu'en 1920, à Montréal, il y a déjà un premier appareil de radiographie dentaire qui est disponible, mais en même temps, c'est ça, c'est pas une technologie qui était très, très courante. Donc, j'ai l'impression que cet homme-là, en tout cas, était avant-gardiste. Oui. Qu'est-ce qu'on sait du docteur Descaries, justement? Mais lui aussi est allé étudier il a fait une partie de sa formation à Boston. C'est aussi un homme qui est né à la fin du 19e siècle, vers 1891. Et il commence sa pratique en 1917. On le retrouve au Square Phillips en 1925. Et ça correspond, je pense que c'est un tournant dans sa vie, parce qu'il s'est marié à peu près aussi à cette époque-là. On a su qu'il y avait un chalet à la Minerve, dans les Laurentides, et il donnait déjà de son temps comme dentiste pour aider la population locale. Et il a eu une très très longue pratique. On retrouve son cabinet listé dans l'annuaire Lovell jusqu'à la fin des années 1960, et il décède d'une tumeur au cerveau vers 1968. Alors, c'est l'information qu'on a trouvée sur cette homme. Et qu'est-ce que c'est qu'on peut voir d'autre sur cette image? Il y a évidemment beaucoup de choses. Alors, aussi, on a le United Cigar Stores, qui était une tabagie. On peut même voir qu'il y a des journaux là, en avant, qui est une tabagie pan-canadienne. Très importante, surtout à Toronto, mais il y a quand même eu plusieurs succursales jusqu'à la fin des années 1960 à Montréal. Et on peut voir aussi le Canadian National Telegraph. Je ne sais pas si on peut le voir, mais quand on peut voir la photo vraiment très grossie, on peut voir une publicité dans la fenêtre du Canadian National Telegraph pour faire de la publicité pour envoyer des télégrammes pour la Saint-Valentin. Alors, je présume que la photo a dû être prise fin janvier, début février. C'était une chaîne de magasins également canadienne, parce qu'en fait, ça appartenait au chemin de fer canadien national. Donc, le développement de la télégraphie et des chemins de fer, c'est complètement interrelié. Et eux occupent cet emplacement-là dès 1923. Ensuite, oui, vas-y. Ben, j'avais juste souligné que là, on ne le voit pas très bien, mais on y reviendra. Il y a une enseigne du théâtre Orpheum ici, et puis il y a le clocher de l'église Saint-James, unie, qui est effectivement, tu pourras peut-être nous en parler, Nathalie, après, qui était murée en fait. Hein? C'est l'église qui aujourd'hui a pignon sur la voile à la place sur Sainte-Catherine, mais à cette époque-là, il y avait des édifices qui étaient construits devant. Mais surtout, il y a ici, on peut lire Art Gallery. Et ça nous amène à l'histoire du bâtiment sur lequel M. Descaries, le docteur Descaries, avait mis sa publicité. Alors, quel était ce célèbre bâtiment? Alors, oui, effectivement, très célèbre, parce que l'Art Gallery,
appartenait à l'Art Association of Montreal, qui est l'ancêtre du Musée des Beaux-Arts de Montréal, que vous connaissez. Et c'est le premier bâtiment qui a été construit à travers pour tout le Canada pour abriter une collection d'œuvres d'art. Alors c'est sûr que c'est important et ça a été inauguré en grande pompe en mai 1879. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que l'Art Association a occupé ce bâtiment-là jusqu'en 1912. Mais les 2 dernières années, ils louaient le bâtiment. Parce qu'il a été vendu en 1910, parce que l'Art Association a fait construire un autre bâtiment sur la rue Sherbrooke, le bâtiment qui est toujours là. Et celui-là a été complètement démoli en 1948. Mais il y a quelque chose qui, en examinant cette photographie-là, qui est étonnante, c'est qu'on se demande pourquoi toutes les baies vitrées de l'étage sont complètement murées. Parce que l'exposition des œuvres était au 2e étage. Ouais. Et à cette époque-là, comme vous pouvez voir, c'est un accrochage touche à touche, donc le mur au complet était rempli. Donc, il fallait absolument avoir plus d'espace, plus de surface de mur. Et à l'époque, l'éclairage pour les œuvres d'art était zénithal, était au plafond. Alors, il y avait une grande verrière au plafond qui servait à éclairer. Je ne sais pas s'il y en a qui le remarquent, mais il y a ce qu'on appelle un fantôme sur cette photo. Alors, on peut revenir à montrer une autre photographie d'Harry Sutcliffe, un photographe qui fait partie encore de la collection, mais qui montre le Square Philippe à une période plus tardive, et on voit encore monsieur, le docteur Descaries qui s'annonce encore une fois. Est-ce que tu voudrais commenter cette image-là en parlant un peu du Square Philippe? Alors, au niveau du Square Philippe, on a des difficultés à l'imaginer aujourd'hui, mais au 19e siècle, c'était des champs. Et la rue Sainte-Catherine, c'était un grand chemin de terre. Aujourd'hui, il y a tellement d'animation qu'on ne réalise pas, mais le Square Phillips vient en fait d'un monsieur qui s'appelait Thomas Phillips, qui possédait des grands vergers. Et il est décédé en 1842. Ses héritiers ont pris une partie du terrain et l'ont cédé à la ville de Montréal à la condition d'en faire un espace public. Donc, entre 1842 et 1844, on aménage le Square Phillips. Mais ce qui est intéressant avec le Square Phillips, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y a des grands magasins qui ont commencé à venir s'installer, dont Burke's, qui est arrivé en 1894. Il y a aussi eu Morgan's en 1891. Et là, ça a créé un déplacement du centre commercial de Montréal. Au lieu d'être dans le vieux Montréal, on a monté. On a monté. Alors, donc, c'est un square qui a une belle histoire. Et effectivement, le théâtre Orpheum. Oui, là, on le voit mieux. C'est ça. C'est pas toujours appelé comme ça, d'ailleurs. Quand ça a été... on l'a renommé comme ça en 1910, mais c'est un théâtre de 1905. Et c'était un endroit où on présentait des vaudevilles américains. Ah oui. Beaucoup. Le TNM, avant d'avoir ses propres locaux, a loué aussi des espaces. Et ça a aussi servi de salle de cinéma. Donc, c'était un lieu culturel important jusque dans les années 1960, où on a détruit le bâtiment pour faire place à un édifice à bureaux. Et au niveau de l'église Saint-James. Parce que pourquoi cette église-là a-t-elle été emmurée? Mais en fait, c'était avec l'approbation même de l'église qui avait des difficultés financières dans les années 1927. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accepté que des immeubles soient construits devant la façade et il y avait un passage qui reliait à l'église et on avait mis une enseigne au néon pour annoncer que l'église était en appel. Mais dans les années... En 2005, en fait, il y a eu un programme de revalorisation du lieu et puis on a enlevé les immeubles et on a fait le parvis. Oui. On a dégagé l'église. Alors, on passe à la prochaine image. Alors, ce qui est intéressant, Hélène, c'est qu'en tant que conservatrice, tu reçois parfois des messages suite aux expositions. Et là, je pense qu'il y a eu un lien étonnant
qui s'est présentée à toi entre la photo du Dr Descaries et celle de la pharmacie Leduc. Oui, oui, absolument. Et je vais interroger, oui, c'est ça, je reçois un courriel, on m'achemine un courriel, et je vais vous le lire parce que c'est, et ça nous a amené sur une piste, c'est quelqu'un qui écrit, Madame Anne-Marie Beauchemin-Hart. Elle dit « Je ne sais pas trop à qui m'adresser. Je voulais simplement partager qu'en faisant le tour de l'expo sur les vitrines avenue McGill College, j'ai remarqué que vous aviez placé la photo de la vitrine du dentiste Noël Descaries, mon grand-père maternel, juste derrière celle de la vitrine de la pharmacie Leduc, mon arrière-grand-père maternel. Parce que Noël Descaries a épousé Marguerite Leduc en 1924. Leur fille André Descaries-Beauchemin était ma maman. Alors, c'est vraiment étonnant, c'était notre surprise, on avait fait sans tout à fait le savoir, mais c'est deux familles, le Duc et Descaries, qui se sont à un moment donné reliées. Et cette Anne-Marie Beauchemin qui nous en a fait nous a mis au courant de ce lien-là, qui est amusant. Alors, on est là donc, dans les pharmacies Leduc. Et quelle est l'origine de cette pharmacie? Les pharmacies Leduc, peut-être que certains d'entre vous ont connu ça parce que ça a quand même duré sur une longue période. C'était fondé en 1872 et ça a été liquidé seulement qu'en 1974. Et la pharmacie Leduc est toujours restée... Presque 100 ans. Oui, est toujours dans la même famille. Alors, à l'origine, le docteur Joseph Leduc fonde la Dr. Leduc Drug & Co. en 1872. Et à l'époque, il était fabricant apothicaire classique. Il y avait un commerce en gros et un commerce au détail. Je ne peux pas résister à l'envie de vous donner au moins 2 médicaments qu'il a fait, dont un sirop d'hypophosphite qui était pour les neurasthéniques, les enfants qui étaient trop petits, les personnes déprimées ou qui avaient besoin d'être en convalescence, et un autre pour ceux qui avaient des problèmes pulmonaires, qui devaient prendre un sirop de pain blanc et goudron. Et, en tout cas, j'en ai une liste, mais il y en a même un autre où il a amalgamé l'huile de foie de morue avec du goudron. Alors, ça devait être épouvantable. Alors, les médicaments du docteur Leduc étaient vendus dans les hôpitaux à l'époque, étaient vendus auprès des médecins. Mais il y avait aussi son propre petit commerce. Les premières succursales apparaissent seulement qu'en 1905, parce que il a eu 2 fils, et les 2 fils sont devenus pharmaciens, et pour les établir, il a ouvert pour chacun une nouvelle pharmacie. Alors, quand il y a eu l'apogée des pharmacies Leduc, il y avait au-dessus de 20 pharmacies sur l'île de Montréal. Presque tous les quartiers montréalais avaient leur pharmacie Leduc, et même sur la Rive-Sud, il y en a eu quelques-unes. Il semble qu'il était un peu novateur, le docteur Leduc, dans sa façon de concevoir son commerce de pharmacie. Oui, parce que déjà, là, on a une photo des années 1960, mais on voit déjà qu'il annonce des jouets. On voit à droite la photo des appareils photo. Oui, un peu comme les Jean Coutu d'aujourd'hui. C'est ça, les Jean Coutu. C'était vraiment comme un magasin à grande surface. Il y avait aussi beaucoup d'accent sur la publicité. Il y a des publicités dans les journaux pour annoncer les produits en vente. Il y avait des concours. Un des premiers concours où on a fait tirer une voiture, c'était en 1958 aux pharmacies Leduc. Et là, dans la vitrine, il y a des produits d'époque. Oui. Là, je ne sais pas si on peut le voir, mais vers la droite de la photo, il y a une toute petite affiche. Il y a une toute petite affiche que je trouvais amusante parce qu'on ne parlait pas beaucoup de l'alcool au volant, à mon souvenir, dans les années 1960. Mais là, il y avait une petite affichette bilingue qui nous disait « Si vous conduisez, buvez du thé ». Alors, ce qu'on peut voir, les produits marquants, on voit complètement à gauche le Wood You. Peut-être que certains d'entre vous, ça leur rappelle des souvenirs. C'est un parfum Fabergé qui a été créé dans les années 1940, mais très populaire dans les années 1950 ou 1960. Juste à côté, on voit les savons Yardley, populaires pour leurs produits à base de lavande anglaise. La compagnie existe toujours, d'ailleurs. Et on a aussi les timbres Pinky. Oui, les fameux timbres. Vous voyez qu'ils sont abondamment annoncés sur la vitrine. Alors, les timbres Pinky. Alors, c'est le même principe que les timbres Gold Star, pour ceux qui connaissent ça, mais les timbres Gold Star sont venus après. Pinky, ça a été créé par la chaîne de supermarché Saint-Hubert, Spangler.
c'est les magasins Stenberg, au courant des années 1950, et ça a duré une dizaine d'années. Alors, c'est le même principe. Selon les achats qu'on faisait, on avait des timbres qu'on devait coller dans un petit carnet, comme ça, ici. C'est ça. Et quand on en avait assez, on pouvait consulter le catalogue et se faire venir les produits. C'est ça, voilà. Mais ça, ce ne sont pas les timbres des belles-sœurs. Non. Bien, c'est ça que je me demandais. Les timbres des belles-sœurs, ce sont lesquels? C'est les Gold Stars. Ah, c'est les Gold Stars. Qui ont été créés par les épiceries Métro Richelieu en 1961. Merci pour la précision. Alors, la prochaine, on pourra revenir tout à l'heure à des questions ou des commentaires du public, mais la prochaine image est assez étrange. Elle a quelque chose elle ne se comprend pas d'emblée parce qu'on se demande quel est le produit qui est en vente s'il s'agit d'une vitrine, mais après ça, on comprend que ce n'est pas vraiment une vitrine de magasin. Et juste sur le plan de l'image, c'est un peu assez surréaliste de voir comme ça des mannequins avec un peu de fourrure, un pneu. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux nous éclairer au sujet de cette vitrine, mais de quoi il s'agit exactement? Alors, en fait, la clé de cette photo-là réside dans le pneu. Alors, c'est un pneu Dunlop qui annonce un événement très important en 1921, qui est le Motor Show. C'est ça, voilà. Alors, on pense que c'est une vitrine de commanditaire du Salon de l'Auto de 1921. Sur le plan de la recherche, c'était une photo vraiment intéressante parce qu'on n'avait pas beaucoup d'indices. On a les manteaux de fourrure, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Tout ce que je voyais, c'est « By Furriers to His Majesty, King George ». Alors, ça ne disait pas le nom du magasin. Et j'ai un petit Bouddha qui avait une petite affichette écrite Aram Kalayan. Donc, il a fallu faire des recherches. Finalement, j'ai découvert que celui qui était fournisseur attitré de Sa Majesté, c'est les fameux magasins Old Renfrew. Et le petit Bouddha, c'est une publicité pour un marchand de tapis d'Orient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce magasin-là a quand même été en opération de 1915 à 1934. Et il faisait venir des produits, il faisait venir les fameux tapis de Perse, mais il y avait aussi leur propre métier à tisser. Et il y avait aussi une section dans leur magasin consacrée au nettoyage des tapis. Donc, on lui offrait le service complet. Et le fameux Motor Show, qu'est-ce que c'était? Alors, le Motor Show, c'est un salon de l'auto. Qui a été très, très médiatisé en 1921, qui a fait l'objet de... Une belle affiche ici. Oui, et d'ailleurs, on voit déjà dans l'affiche, on associe la fourrure, le luxe avec les voitures. Alors, ce qu'on sait, c'est que le Motor Show se tenait au Motordrome, qui venait tout juste d'être inauguré en 1920. Donc, c'est le premier salon de l'auto qu'il y a dans ce bâtiment-là, qui était assez exceptionnel, conçu par Ernest Cormier, qui est un des grands architectes montréalais. Vous voyez ici le Motordrome. C'est ça. Qui est vraiment une architecture qui tranche complètement avec les bâtiments qui sont à côté. On a des maisons victoriennes, puis on a ce style-là qui est très plutôt... fonctionnel, le style rationaliste, donc très épuré, très fonctionnel. L'une des critiques d'ailleurs de ce courant-là, c'est qu'on mettait de côté l'esthétisme. Ah. C'est trop utilitaire. Donc, ça a bien vieilli. Oui, effectivement. Et pour ceux d'entre vous qui circulent sur la rue Sherbrooke, parce que c'était situé sur Sherbrooke, le bâtiment existe toujours. La façade a été légèrement modifiée, mais on retrouve le Loft Hotel maintenant, presque au coin de Saint-Denis, rue Sherbrooke. Donc, comme je vous disais, le salon de l'auto était très important parce que, d'abord, grande couverture médiatique, de Gazette consacre plus de 20 pages à l'événement, avec des plans... des plans des différents exposants. Il y a au-delà d'une centaine d'exposants d'ailleurs, dont des tracteurs, pas juste des voitures. Et il y a aussi des produits reliés à l'automobile, comme nos pneus Dunlop. C'est le premier ministre du Québec de l'époque, Louis-Alexandre Tachereau, qui a fait l'inauguration
et avec orchestre, soirée. Du Motodrome et du Motor Show, je pense. Les deux étaient inaugurés ensemble? J'ai l'impression qu'il devait y avoir de ça parce que c'était c'était très médiatisé. Après ça, le salon de l'auto, il y en a eu un en 1921, mais il n'a pas fait l'objet d'autant d'éclat. Donc c'est ça. Ce qui est intéressant aussi avec le Motodrome, c'est que c'était un endroit où on vendait des voitures, où on pouvait les exposer, mais aussi un endroit où il y avait un garage de rattaché. On ne le sait plus aujourd'hui, mais à l'arrière, parallèle à la rue Sherbrooke, il y avait une ruelle qui était à la montée des Oives. Et le garage, la façade du garage donnait sur cette ruelle-là, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, quand même. Pardon? Ça existe, ça existe. La montée des Oives. La montée du Zouave est toujours là, mais ça s'appelle Terrasse Saint-Denis maintenant. OK. Et c'est là. Et l'autre côté du bâtiment est là, le Loft Hotel l'utilise justement. OK, bien merci. Parce que quand je passe devant, je ne voyais pas par où je pouvais accéder. J'ai vu les plans de cette ruelle-là, mais je ne savais pas par où on pouvait accéder. Côté ouest de Saint-Denis, on monte une sorte de pente, on tourne le coin, puis on Merci. Puis vous voyez comme l'intérieur du bâtiment est intéressant aussi. Toute cette structure qui est révélée avec les puits de lumière, ça a quelque chose de très moderne. On va passer à la prochaine photographie qui est également liée à des nouvelles technologies, je veux dire au progrès, technique. Tantôt, c'était celui de l'auto, et là, c'est celui de la radio. Alors, on ne réalise pas à quel point Montréal est une plaque tournante, a été un agent très important dans l'histoire de la radio au monde. C'est par l'intermédiaire de Marconi, qui est un des inventeurs, qui a perfectionné la technologie de la radio, qui s'est installé à Montréal grâce au premier ministre Wilfrid Laurier, qui lui a donné l'occasion de venir créer ou développer ses connaissances, sa technologie à Montréal. Et il y avait dans le Vieux-Montréal, ce qui est aujourd'hui, je pense, la rue William, la Marconi Wireless Telegraph Company. Et c'est à partir de Montréal, en 1920, qu'il y a eu la première radiodiffusion, c'est-à-dire une communication absolument sans fil d'une voix, d'une chanteuse qui était ici à Montréal, à l'Université McGill, et qui a été reçue à Ottawa. Et ça, c'est une première mondiale. Et ensuite, il y a toute l'histoire de la radio qu'on pourrait développer, mais c'est pas seulement l'histoire d'une technologie, c'est quand même une révolution dans le domaine des communications, qui peut être aussi importante, par exemple, que la télévision et ensuite l'Internet. Parce que, évidemment, ça permettait... et ça a surtout permis beaucoup les communications internationales. Et puis, je vous rappelle une anecdote, c'est que dans le Titanic, l'appareil radio qui a permis de recevoir, d'émettre le message de détresse était un appareil fabriqué à Montréal, un appareil Marconi, un poste de radio Marconi. Mais c'est seulement vers 1920 que les gens peuvent acheter des postes de radio. Et puis là, dans cette vitrine, c'est consacré justement à la vente de postes de radio. Et Nathalie, qui faisait ces postes de radio? Qui les vendait? Quel était le commerce des postes de radio? Oui. Alors, au départ, les radios Majestic, c'est un produit américain qui a été créé en 1924. Et on doit vous dire que dans les années 1920, en tout cas du moins pour ces produits-là, on se place dans un produit haut de gamme. Oui, c'est très cher. Ça coûtait excessivement cher pour l'époque. Donc, en 1924, les radios Majestic sont mises sur le marché américain, mais il y a une compagnie canadienne, la Rogers, qui est devenue la Rogers Majestic, qui est devenue le distributeur attitré, qui a comme acheté les droits. Donc, ils se sont établis à Montréal en 1931, puis eux faisaient la distribution exclusive des radios Majestic. Je peux vous dire, par exemple, si vous voulez avoir une idée du prix, j'ai trouvé une publicité montréalaise en 1932. C'est des radios qu'on appelle des Tall Boy.
Et les modèles ressemblent énormément à ceux qui sont dans cette vitrine-là. Alors, le modèle le moins cher, c'était 129 $ et l'autre, 149 $. Alors, on est quand même en 1932, en période de crise économique. Oui, c'est ça. Puis, il y a un détail amusant dans cette vitrine qui est ici et qui, justement, nous rappelle les émissions, les épisodes, les histoires qu'on pouvait écouter à la radio. Et dans ce cas-là, c'est l'histoire de Rintintin. Oui, alors, en tout cas, moi, j'ai connu ça à la télévision. Mais au départ, Rintintin, c'est un chien qui s'appelait vraiment comme ça et qui est né en 1918 en Europe et qui a été rapatrié en Californie par le soldat qui l'avait trouvé. Et il y a un producteur qui a vu Rintintin faire un saut et qui a demandé à le filmer. Et apparemment, c'est un chien vraiment exceptionnel et on le retrouve dans plus d'une trentaine de films. Oui, c'est ça. Et alors, tellement populaire au cinéma qu'effectivement, on en a créé des radioromans. Il y a eu 3 séries de radioromans à partir de 1930. Et la première série s'appelait The Wonder Dog et on entendait vraiment, d'ailleurs, c'est ce qui illustre la photo, c'était vraiment le vrai chien Rintintin qui faisait les aboiements qu'on entendait dans l'émission. Par la suite, le chien est décédé en 1932. Par la suite, c'est un homme qui reprenait les aboiements, qui faisait les aboiements. Puis ensuite, bien, ça a été popularisé à la télévision à la fin des années 1950. Et tout ça, c'est à partir de la photographie de la vitrine. En tout cas, on apprend ça à partir de la vitrine. La prochaine photographie, c'est une photographie d'un photographe qui est encore actif, M. Denis Plein. Un mot sur Denis Plein, c'est un photographe d'origine française qui est arrivé au Québec, à Montréal, à l'âge de 19 ans, à peu près, vers 1959. Il travaillait dans une mercerie dans le Vieux-Montréal. Et c'est à l'époque aussi où il a découvert la photographie et son loisir, c'était sur l'heure du midi, l'heure du lunch, d'aller photographier dans le Vieux-Montréal. Alors, il a une très belle collection, une très belle série de photographies sur le Montréal des années 1959. Il en a fait un ouvrage. Et puis, par la suite, il a travaillé pour Perspective, il a travaillé pour l'Expo 67. Il a donc fait une carrière en photographie. Et nous avons plusieurs séries de ces photographies. Et celle-ci, bon, là, c'est un kiosque à journaux, mais c'est quelque chose qu'on ne voit plus dans Montréal. Mais pourquoi ça a disparu, les kiosques à journaux? Ça avait quelque chose de très, très sympathique. Oui, effectivement. Pourtant, ça a duré presque 100 ans. Ça faisait vraiment partie du paysage montréalais. Ils sont apparus à peu près autour des années 1870. Et en parallèle, il y avait les fameux crieurs de journaux qui annonçaient la une. Et eux aussi ont disparu au cours des années 1950. Mais à partir des années déjà 1960, il y a un déclin des kiosques de journaux qui s'amorce, et particulièrement à la fin de la décennie, parce que le métro de Montréal est arrivé, parce que la livraison à domicile s'est développée. Alors, on a préféré ouvrir des petits kiosques et des tabagies à l'intérieur du métro, mais aussi, j'imagine, on a encore des tabagies, mais toutes couvertes. Là, on sait que la photo, elle date du mois de décembre. Il n'y avait pas beaucoup de neige, mais quand même, ça ne devait pas toujours être évident quand il faisait froid de rendre les journaux dehors. Ou quand il pleuvait. Oui, quand il pleuvait, c'est sûr, il doit y avoir un auvent ou une réaction express. Et là, qu'est-ce que c'est que... Parce qu'en fait, c'est formidable, tous ces journaux-là, ça nous parle vraiment à la fois de l'actualité, de l'importance aussi de l'information écrite sur le journal. Qu'est-ce que c'est qu'on peut retracer à travers cette photographie? Alors, si on commence par la rangée du haut, on voit beaucoup de photoromans, qui est une création italienne, qui est un amalgame entre le cinéma et la bande dessinée. Toujours des histoires sentimentales. Ça existe encore de nos jours, mais c'est moins populaire que... C'est des photographies avec des bulles. Oui, c'est des photos. Oui, c'est vraiment des photos. Ensuite, si on va à gauche, la colonne de gauche, on remarque entre autres la presse, qui est le journal existe toujours maintenant. Mais je vais attirer votre attention surtout sur le Montréal Matin, qui est un journal qui est disparu, qui n'existe plus.
Donc, c'était un journal qu'on peut qualifier de populiste, qui était axé sur les sports, sur les faits divers, et qui a été publié de 1930 à 1978. Alors, c'est sûr que quand le Journal de Montréal est arrivé, la concurrence était forte entre les deux journaux et celui-là n'a pas résisté. Il y a 2 points que j'ai trouvés très intéressants en parcourant l'histoire de ce journal-là. C'est que, d'une part, c'est le premier quotidien montréalais à avoir été placé en format tabloïd. Alors, j'imagine que les gens s'y prenaient dans le tramway ou pouvaient le consulter plus facilement. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent d'entre vous, la presse, là, avec le grand cahier. Mais l'autre chose que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est qu'en 1947, ça a été acheté, ce journal-là, par les éditions La Violette. Et ces éditions-là, en fait, c'était une société paravent pour le parti de Maurice Duplessis, l'Union nationale. Et ce journal-là servait, entre autres, pour financer le parti. Alors, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ça a fini par être racheté plus tard, puis c'est ça, le journal n'a pas survécu. On peut voir aussi Midnight, qui est un autre journal à potins, mais canadien, celui-là. À droite, on peut voir qu'il y a The Gazette, qui existe toujours, et qui est un journal très ancien parce qu'il a été fondé en 1785. Et je sais que le McCord possède une belle collection de caricatures qui sont dans The Gazette. En dessous du kiosque, il y a des journaux qui sont vraiment intéressants ou des revues. Entre autres, La Patrie. La Patrie, c'est ça. Alors, La Patrie, ça non plus, ça n'existe plus. C'est un journal québécois qui a été fondé par l'écrivain Honoré Beaugrand. Mais la particularité de ce journal-là, puis ça, c'était pour moi une découverte, c'est que la première bande dessinée... Je vais vous montrer l'image suivante. Alors, la première bande dessinée francophone, avec des petits personnages dessinés avec une bulle, c'est apparu dans ce journal-là. C'est l'œuvre d'Albéric Bourgeois. Pour voir la même chose en Europe, il a fallu qu'il s'écoule encore une vingtaine d'années. Alors, je trouve que c'est un fait qui est vraiment intéressant. Alors, ça s'appelle Les Aventures de Timothée. Alors, en 1904. Et ça, ce sont d'autres façades, d'autres couvertures de magazines qui sont dans le kiosque. Et qui sont dans le kiosque, il était aussi dans... le Blandy. Le Blandy est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a un petit enfant aussi qui est à l'intérieur du kiosque. Alors, Blandy, c'est toujours publié. Ça a un succès mondial. C'est des comic strips. Donc, qui ont été créés en 1930. Puis il y a aussi... Par Chick Young. Et au Québec, on l'appelle Blondinette. Okay. Blondinette tête bêche. Et on a aussi le Paris Match, où on annonce en couverture le décès du grand acteur Gérard Philippe. On a aussi le Saturday Evening Post, qui était un journal américain très célèbre pour ses couvertures créées par Norman Rockwell jusqu'en 1960. Et on a le Look Magazine aussi, qui était consacré à la décennie de l'espace. Oui, parce qu'on est en 1960 et on commence le programme spatial. Alors, le Look Magazine était consacré surtout à la photographie plus qu'aux articles. Alors, notre dernière image, c'est, si on va terminer avec celle-ci, qui est aussi une photographie d'un photographe qui est encore actif, Michel-Élie Tremblay. Michel-Élie Tremblay a fait carrière surtout dans le domaine de la photographie de publicité, la photographie de plateau et les services la création de films, en fait. Et dans les années 80, il habitait le quartier du Myland et il a photographié les gens de son quartier. Alors, nous avons dans la collection une magnifique série de ses photographies. Et on sent bien qu'il faisait partie du quartier parce que les gens se laissent très facilement photographier par lui. Il y a très peu quand on parlait justement de la distance ou du rapport qu'il y a entre le photographe et le sujet, dans ce cas-là, il s'agit d'un habitant, un habitant du quartier qui photographiait ses voisins. Alors ici, on est à la maison du Baguel, qui est encore très semblable, à peu près, moi je la reconnais très bien, là, dans la rue Saint-Viateur. Mais qu'est-ce qu'on sait? Et
qu'est-ce que l'image nous montre, en fait, particulièrement avec son fondateur, je pense? Oui, c'est ça, on voit Meyer Lefkovitch. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est lui qu'on voit devant son commerce, qui a été fondé en 1957. On a appris des choses sur cet homme-là, qui est un homme né en 1930 et qui est un rescapé de la Shoah. Donc, il est d'origine polonaise. Et en 1942, il a été amené dans un camp de concentration avec sa mère, son frère, le Buchenwald. Et sa sœur, elle, avait été amenée l'année auparavant. Alors, à 12 ans, Meyer travaillait à l'intérieur du camp, mais dans une cimenterie. Alors, déjà, un petit garçon de 12 ans qui soulève les poches, c'était un travail physique et ils étaient très peu nourris. Sa mère, son frère et sa sœur ont finalement été envoyés à Auschwitz. Il a voulu les suivre, mais on a refusé. Alors, à la libération en 1945, il a 15 ans et il pèse seulement 50 livres, donc il a dû être hospitalisé. Et là, on lui a demandé où est-ce qu'il voulait aller. On lui a offert de retourner en Pologne, mais il a dit « j'ai plus de famille ». Alors, l'autre option, c'était la Palestine, mais pour une raison inconnu, où le hasard a fait qu'il s'est retrouvé finalement à Montréal. Alors, dans un témoignage qu'il a livré en 1987, il a dit un peu en boutade, il dit « J'aurais dû être mort 3 ou 4 fois déjà. Je suppose que je suis un homme chanceux, c'est tout. » Alors, quand il est arrivé à Montréal, c'est là qu'il a appris à faire des bagels. Il n'y avait pas de notion en boulangerie. Pas du tout. Puis il s'est allié à Alman Seligman, qui était une personne qui vendait des bagels et qui lui a appris son métier. Et à la suite de ça, en 1957, il a ouvert son propre commerce. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le bagel est ici associé à Montréal? Qu'est-ce qu'il y a de particulier entre le bagel et Montréal? En fait, je pense que ça fait partie de l'identité culinaire de Montréal. Il y a aussi la rivalité entre New York et Montréal qui produit les meilleurs bagels. Même au niveau de l'histoire du bagel lui-même, d'abord, ça reste mystérieux au niveau des origines. Mais pour qui l'a introduit à Montréal, ça aussi, il y a comme pas une grosse controverse, mais quand même, la balle se renvoie entre les Fairmont Bagel puis Alman Seligman. Alors, laquelle des deux, soit Isadore Schlafman ou Seligman aurait introduit les bagels. Mais par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça a pris du temps avant que la population québécoise ait accès aux bagels. Parce que c'était un produit qui était réservé à la communauté juive. Alors, c'était juste vendu dans les épiceries cachères, mais là, dans les années 1950, ça s'est démocratisé, puis on a pu en produire en plus grande quantité. Sauf que pour ce qui est de bagel Saint-Viateur et aussi Fairmont, ils ont un procédé de cuisson qui est très particulier. C'est pas des bagels. Oui, c'est fait. La production est importante, mais c'est pas comme c'est pas industriel. C'est pas industriel, ce qui fait qu'on prend encore le temps de faire la pâte, de la faire bouillir dans de l'eau avec du miel, puis ensuite de les faire cuire dans des fours à bois. Alors, les fameux fours qui causent même des problèmes. Oui, puis aujourd'hui qu'on n'a plus le droit d'utiliser des fours à bois. C'est ça. Mais sauf que c'est tellement important pour Montréal, les bagels, que oui, il y a un litige qui oppose la ville avec les habitants des quartiers, du quartier Marlène, entre autres, parce que ça émet trop de particules, les fours à bois, malgré les investissements que ces magasins-là font. Mais il reste que, pour l'instant, ça continue. Parce qu'ils ne veulent pas changer leur mode de cuisson, c'est ça qui fait la caractéristique de leurs produits. Alors, voilà, et bien, merci Nathalie. Ça termine en fait les photographies qu'on voulait vous présenter, parce il y en avait plus que ça sur l'avenue McGill College, mais ça, je pense que ça, je vais vous en montrer quelques autres. Vous voyez des photographies dont on aurait pu aussi développer la petite histoire de Montréal à partir par exemple des snack bars. Les casse-croûtes qui sont très associés souvent à des souvenirs d'enfance, à des endroits où, à des parties qu'on fréquentait à certaines époques, à certains lieux, le magasin de Madame Courval avec les corsets, ou encore une vitrine ici du magasin John Murphy qui nous aurait amené à considérer les grands magasins de Montréal, ou la fabrication des chaussures comme
mes chaussures duchesse. Voilà donc, chaque photographie nous entraîne dans un univers, mais j'espère que j'ai pu montrer comment, effectivement, à partir d'une image, on peut extrêmement enrichir l'histoire et aller chercher des choses auxquelles on n'a pas accès autrement. Et puis aussi, comment l'image par rapport au texte, pour revenir à ce que j'avais dit en introduction, possède quelque chose qui lui est unique, c'est-à-dire l'image nous permet d'imaginer l'histoire. Je répète le mot, mais ça nous permet mentalement de recréer l'histoire, et c'est beaucoup le but de l'histoire elle-même, de recréer une image du passé. Et elle comprend aussi toujours une dimension, généralement l'image a une dimension affective ou émotionnelle que n'ont pas les textes. Hein? Il y a on voit les expressions faciales, il y a des détails justement qui nous touchent alors complètement différemment des textes. Alors c'est une complémentarité dont j'espère en avoir illustré l'intérêt aujourd'hui. On remercie Hélène et Nathalie pour leur présentation.